On pourrait croire que le lundi matin, à Toulouse, se ressemble toujours un peu. Mais ce lundi-là, pour Élodie, ne ressemble à aucun autre. Elle se tient devant la baie vitrée de ses bureaux, au 6e étage d'un immeuble moderne, près de Compan-Caffarelli. Sous ses yeux, la ville s'éveille. Bus, vélo, étudiants qui filent vers la fac, parents qui tirent leurs enfants par la main. Elle, ça fait déjà 2 heures qu'elle est là. À 38 ans, Élodie est PDG de Maison Pivoine, une PME spécialisée dans les coffrets cadeaux responsables, produits français, artisans locaux, packagings recyclés. Une petite réussite née dans son salon, entre 2 biberons, un burn-out et un divorce. Elle boit une gorgée de café trop fort. Sur son bureau, un post-it la nargue. 9 heures. Arrivée de Thomas Vidal, nouvel employé. 9h30. Réunion avec l'investisseur. 11 heures. Pointe équipe logistique retard. Erreur commande Noël. 16h30. Rendez-vous maîtresse de Lila. Encore. Lila, 8 ans, cheveux châtains bouclés, regard vif, énergie inépuisable. Et une légère tendance à répondre, à l'école. On ne peut pas lui reprocher d'avoir du caractère, murmure Élodie, mi-fière, mi-éreintée. Elle repose sa tasse, se masse la nuque. La fin d'année a été violente. Explosion des commandes pour Noël, équipe logistique sous-dimensionnée, colis perdus, clients en colère, nuit raccourcie. Résultat, elle a fini par se rendre à l'évidence. « Tu as besoin d'aide », lui avait répété Anaïs, sa bras droit, pendant des semaines. « J'ai déjà une équipe », avait rétorqué Élodie. « Tu as une équipe épuisée. Plus toi qui fais le boulot de 3 personnes. » Anaïs ne dramatise jamais. Quand elle dit ça, c'est sérieux. Alors Élodie a posté une annonce. Responsable opération, logistique, CDD avec possibilité de CDI, PME engagée, ambiance familiale, mais pas bisounours. Cherche profil solide pour structurer les flux, optimiser les process, sauver nos nerfs. Elle avait glissé un peu d'humour. Comme toujours, elle s'attendait à recevoir des candidatures de jeunes diplômés, de profils en reconversion, de personnes prêtes à tout pour entrer dans l'univers start-up. Puis, il y a eu ce CV. Thomas Vidal, 39 ans. Expérience, 10 ans. Responsable d'entrepôt dans un grand groupe de distribution. Puis, parent au foyer pendant 3 ans. Père au foyer, avait répété Anaïs, curieuse. Oui. Le CV mentionnait aussi compétences, gestion d'équipe, planification, optimisation des stocks, négociation avec les transporteurs, gestion de crise, préparation de crêpes le mercredi. Élodie avait souri malgré elle. Il a de l'humour, au moins. L'entretien en visio l'avait intrigué. Un homme aux cheveux bruns un peu longs, attachés en catogan, barbe de 3 jours, regard clair et calme. Pas le cliché du logisticien bourru. J'ai quitté mon ancien poste quand mon fils avait 2 ans, avait-il expliqué. Il n'avait pas esquivé. Mon ex-femme a décroché un poste à Bordeaux. On s'est séparés. Moi, je suis resté ici. J'ai demandé un congé parental, puis j'ai démissionné. J'ai voulu être présent pour mon fils. Élodie, de l'autre côté de l'écran, avait senti quelque chose bouger en elle. Elle, on lui avait expliqué qu'une femme PDG, qui devait partir à 16 heures pour chercher sa fille, manquait de sérieux. Elle avait serré les dents, tenu bon. Et aujourd'hui, avait-elle demandé. Aujourd'hui, Noé a 5 ans. Il rentre à l'école élémentaire. Il est plus autonome. Il avait souri. Et moi j'ai envie de retravailler, mais dans une structure plus humaine, où on sait encore qui prépare quoi, pour qui. Elle avait hoché la tête. Le salaire n'est pas celui d'un grand groupe, avait-elle prévenu. Je le sais. Il avait eu un petit sourire. Je ne cherche pas à redevenir le roi de l'entrepôt. Je cherche un endroit où ce que je fais a du sens. Et je ne vous le cache pas. Un endroit où je peux parfois déposer Noé à l'école le matin, le récupérer de temps en temps. Élodie n'avait pas montré à quel point cette phrase la touchait. On a une culture d'entreprise assez flexible, avait-elle dit,
Professionnel. On parle d'organisation. Après, ils avaient raccroché. Anaïs avait débarqué dans son bureau 5 minutes plus tard. Alors, il m'a plu, avait simplement répondu Élodie. À moi aussi. Elle avait pris une inspiration. Faisons-lui une offre. Et maintenant, nous y voilà. L'ascenseur sonne. Élodie jette un dernier coup d'œil à son reflet dans la vitre. Jambes brutes, chemise écrue, blasé bleu marine. Ses cheveux bouclés attachés en queue de cheval. Elle a l'air fatiguée mais déterminée. « Madame la PDG, vous êtes redoutable » murmure-t-elle, elle en plaisantant avec elle-même. Sauf que, ce matin-là, elle n'a aucune idée à quel point son nouvel employé est bien plus que ce qu'elle croit. « Tu veux que je l'accueille » propose Anaïs, la tête dans un dossier. « Non, je vais le faire. » Élodie aime bien voir les gens en vrai le premier jour. Elle descend à l'accueil. À travers les vitres, elle aperçoit un homme en train d'attacher un petit casque de vélo sur une trottinette pour enfants. Un petit garçon en doudoune jaune est planté devant l'immeuble, sac à dos trop grand sur les épaules, yeux grands ouverts. « Tu es sûr que je peux monter voir ton bureau un jour ?» demande le petit. « On verra avec la dame » répond l'homme. Élodie se fige une demi-seconde. La dame. Il finit d'accrocher la trottinette au rack, se redresse, prend une grande inspiration. Ses cheveux sont tirés en arrière, un peu humide la pluie du matin. Sa barbe est mieux taillée que lors de la visio. Ses yeux verts cherchent l'entrée. « Bonjour » lance Élodie en ouvrant la porte. Il se tourne vers elle. « Bonjour » Son sourire n'a rien de forcé. « Thomas ?»« Oui. » Elle se penche vers le petit. « Et toi, tu dois être Noé. » Le gamin la regarde, intrigué. « Comment vous savez ? » « J'ai des pouvoirs magiques, » répond-elle gravement. Les lèvres de Noé tremblent, entre sérieux et amusement. « C'est vrai ? » ?»« Non, » avoue-t-elle en souriant. « Ton papa m'a parlé de toi. Vous êtes la dame du travail ?» Élodie éclate de rire. « On peut dire ça. Je suis Élodie, la chef de Maison Pivoine. » Noé hoche la tête, impressionné. « Et moi, je suis le chevalier Noé, protecteur des trottinettes, » ajoute-t-il. « Enchanté, chevalier Noé. » Elle se tourne vers Thomas. « Tu veux monter ? Noé peut rester 5 minutes ici. Si ça te va, le temps qu'on te montre le bureau. » Thomas hésite. « J'ai la nounou qui arrive dans 10 minutes pour le récupérer, » dit-il. Il regarde son fils. « Tu restes là. Tu ne bouges pas, d'accord ? » « D'accord, » répond Noé. Élodie les conduit dans l'open space. « Voici notre petit royaume, » commente-t-elle. Une dizaine de personnes travaillent déjà. Graphiste, chargé.es client, responsable achat. Des plantes, des affiches colorées, des étagères remplies de coffrets cadeaux. Ça fait moins peur qu'un entrepôt de 20 000 carrés-mètres, non ? Plaisante-t-elle. Beaucoup moins de chariots élévateurs, c'est sûr, répond-il. Elle lui montre un bureau près de la fenêtre, qui donne sur un petit jardin partagé. Ce sera ton poste. On a aussi une salle fermée là-bas, pour les réunions et les coups de fil compliqués. Il pose son sac, observe. Il ne regarde pas juste, on sent qu'il évalue, mesure. « Tu en penses quoi ?» demande-t-elle. « Que vous faites des miracles avec peu de mètres carrés, » répond-il honnêtement. Il désigne les étagères un peu trop pleines, les cartons empilés dans un coin, et que ça doit être la guerre à Noël. « Tu n'as pas idée, » souffle Élodie. Elle lui fait faire le tour. Coin cuisine, salle de pause, tableau blanc sur lequel est griffonné en gros. Objectif janvier, survivre et faire mieux. Thomas Lee sourit. C'est honnête. On essaie. Elle remarque qu'il ne frime pas. Il n'a pas ce ton de « je vais tout révolutionner ». Avant qu'il n'ait fini la visite, son téléphone vibre. Un message de Jeanne, la nounou de Lila. Lila a oublié son cahier de poésie. Elle dit que c'est la fin du monde. Bonne journée. Élodie retient un soupir. « Un problème ?» demande Thomas. « Juste ma fille qui dramatise encore, » répond-elle. Elle range le téléphone. On finira la visite après. En redescendant, il croise Anaïs qui remonte avec Noé. « J'ai trouvé un petit chevalier perdu dans l'entrée, » explique Anaïs.
C'est moi, confirme Noé avec sérieux. Ta nounou est coincée dans le bus, ajoute Anaïs. Elle m'a appelé, elle sera là dans 10 minutes. Pas de souci, dit Élodie. Elle se tourne vers Thomas. Si tu es d'accord, Noé peut rester au coin canapé en attendant. Elle pointe la petite zone détente avec un tapis, quelques coussins, une bibliothèque. On a des livres, des crayons. Les yeux de Noé s'illuminent. Il a l'air content, commente Thomas. C'est un bon signe, non? Élodie s'accroupit. Noé, tu peux rester là. Tu ne touches pas aux prises. Tu ne cours pas partout. Et si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Anaïs ou à moi, d'accord? Oui. Et si un jour, ma fille passe au bureau, tu pourras lui montrer ton coin chevalier. Tu as une fille? Oui, Lila. 8 ans. J'aime bien ce prénom, dit Noé. Élodie sourit. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette petite scène, un enfant sur un tapis, un père qui lui fait confiance, un bureau qui devient un peu plus qu'un lieu de travail, la touche plus qu'elle ne veut l'admettre. Après le départ de la nounou avec Noé, la journée commence vraiment. À 9h30, Élodie et Thomas sont en face à face dans la petite salle de réunion. J'aimerais que tu me racontes comment tu vois ton rôle ici, propose Tétel. Il réfléchit. D'abord, comprendre ce que vous faites vraiment, répond-il. Tu crois que notre site ne le montre pas? Si. Mais un site, c'est l'image. Il pointe le tableau blanc. Moi, j'ai besoin de voir les coulisses. Elle hoche la tête, approuve. Ensuite, j'observe. Je ne vais pas débarquer avec ma méthode Vidal pour tout changer. Il sourit. J'ai trop vu ça dans le grand groupe. Des nouveaux chefs qui voulaient coller leur nom à une nouvelle organisation et qui cassaient plus qu'ils ne réparaient. Élodie note mentalement la remarque. Tu seras souvent au dépôt, aussi, précise T. Elle. C'est tout? À Colomiers. Pas de souci. Il hésite. Vous savez, il se reprend. Tu sais, corrige T-il, osant le tutoiement. Elle sourit. On va s'y mettre. Oui, tu sais, je suis conscient que je dois faire mes preuves. Il a une petite moue. Certains peuvent se dire, le mec a arrêté de travailler 3 ans, il va être rouillé. Qui ça? Des recruteurs, des gens, elle secoue la tête. Ceux-là, je ne les ai pas embauchés. Leurs regards se croisent. Il y a là un premier respect, simple. Élodie se rend compte d'une chose. Elle pensait avoir embauché un profil logistique solide qui a besoin d'un job. Mais devant elle, il y a plus que ça. Un homme qui sait parler sans masque, qui assume ses choix, qui ne se cache pas derrière des grands mots. Elle ne le sait pas encore, mais ce n'est pas la seule surprise qu'il lui réserve. Très vite, la présence de Thomas change quelque chose dans le quotidien de Maison Pivoine. Pas de manière spectaculaire, pas en 3 grandes slides, avant, après. Plutôt à travers une série de petites choses. Le 2e jour, il demande à passer une partie de la journée au dépôt de Colomiers. Je veux voir comment ça se passe quand une commande arrive au bout de la chaîne, explique-t-il. Le dépôt, c'est un ancien entrepôt de meubles reconverti, à 15 minutes de Toulouse. Des étagères, des cartons, une machine à café fatiguée, une radio qui diffuse des tubes des années 2000, 3 préparateurs à temps plein, 2 intérimaires. Quand il arrive, Jean-Marc, responsable du site, le regarde avec un mélange de curiosité et de méfiance. « C'est toi, le nouveau. »« Oui. » « Thomas. »« Tu as déjà mis les pieds dans un entrepôt ?» Thomas sourit. « Un petit peu, oui. » Il ne précise pas qu'il a géré des équipes de 50 personnes sur des sites 3 fois plus grands. Il enfile un gilet fluo, observe, pose des questions, aide à porter, à scanner, à ranger. À midi, il mange avec l'équipe dans le préfabriqué qui sert de salle de pause. Franchement, les semaines avant Noël, c'était l'enfer, raconte un des préparateurs. On a fini à minuit plusieurs fois. Et on n'a pas tout rattrapé, ajoute Jean-Marc. Tom, écoute. Vous aviez combien de personnes? Les mêmes qu'aujourd'hui. Et combien de commandes? On lui donne des chiffres. Il note, réfléchit. Le soir, de retour au bureau, il s'installe avec Élodie et Anaïs. J'ai quelques idées, commence-t-il. Dis toujours,
répond Élodie, un peu méfiante. Elle redoute les gros discours du style « il suffit de… » D'abord, il faut arrêter de tout promettre en 48 heures, dit-il. Mais c'est notre argument commercial, proteste Anaïs. Oui, et votre source principale de stress, réplique T-il. Il prend un stylo, esquisse un schéma. Vous vendez quoi, vraiment? Des coffrets beaux, utiles, engagés, ou de la livraison express? Élodie croise les bras. De la qualité, d'abord. Alors, si vous dites clairement que vous livrez en 4 à 5 jours, sauf option payante, vous pouvez lisser les flux, mieux anticiper. Il la regarde. Les clients prêts à payer pour la livraison express existeront toujours. Les autres préféreront recevoir un colis bien préparé à temps plutôt qu'un colis à moitié cassé en 3 jours. Elle réfléchit. Ça veut dire changer tout notre discours. Tu disais que tu voulais grandir sans devenir Amazon, non? Elle le fixe. Il lui a fait cette remarque-là, le premier jour, en plaisantant. On ne peut pas vouloir la logistique d'Amazon et la vie d'une épicerie de quartier, conclut-il. Doux, mais ferme. Anaïs se tourne vers Élodie. Il n'a pas tort. Élodie souffle. Ok. Elle attrape son carnet. On teste. Nouvelle promesse de livraison. On explique en grand pourquoi. Elle relève la tête. On ne change pas de cap sur qui on est. On clarifie. Thomas, intérieurement, sourit. Il a déjà vu des dirigeants s'accrocher à des promesses intenables pour sauver la face. Elle, non. Elle encaisse, réfléchit, tranche. Elle est plus courageuse qu'elle ne le pense, se dit-il. Les semaines passent. Thomas met en place des plages horaires pour les transporteurs, revoit le rangement des étagères, simplifie les étiquettes. « Je n'aime pas les usines à gaz », explique-t-il. « Tu ne travailles pas chez le bon client, alors, rigole Jean-Marc. » Mais peu à peu, les choses se fluidifient. Le vendredi, à la réunion hebdo, Élodie affiche un nouveau tableau. Retard, erreur, retour client. Les chiffres commencent à baisser. C'est encourageant, commente Anaïs. C'est le travail de tout le monde, insiste Thomas. Élodie, elle, observe autre chose. Quand quelqu'un panique, il garde son calme. Quand une erreur arrive, il cherche la cause, pas un coupable. Quand un problème de planning surgit, il propose une solution, mais demande aussi « Ça marche pour toi, avec ta vie ?» Ça, dans un open space où plusieurs sont parents solo, ça compte. Un mercredi matin, Élodie arrive avec 10 minutes de retard. Elle a les cheveux encore humides, un sac de sport à la main, un air exaspéré. « Désolée, Elle laisse tomber son sac. Lila a décidé ce matin que ses baskets lui parlaient mal et qu'elle refusait d'aller à l'école avec elle. Anaïs éclate de rire. « C'est nouveau, ça. J'ai dû négocier avec une paire de chaussures. » Elle roule des yeux. « La prochaine fois, je laisse les baskets gérer seul. » Thomas, qui vient de poser son casque sur une étagère, sourit. Noé a refusé de mettre un pull. Il dit que l'hiver, c'est surfait. Il devrait ouvrir un syndicat. Ces deux-là, commente Anaïs. Élodie jette un coup d'œil à Thomas. « Tu l'as emmené à l'école ? » ?»« Oui. »« Tu as le temps ? » ?»« J'ai demandé à commencer à 9h15 le mercredi. Tu te souviens ?» Élodie hoche la tête. « Ça ne pose pas de problème, » ajoute-t-elle. Elle s'entend dire ça et se rend compte à quel point cette phrase « ça ne pose pas de problème » n'existait pas dans son ancienne vie professionnelle. Avant, elle devait toujours se tordre en excuses pour la moindre contrainte liée à sa fille. Ici, elle est la chef, et elle a décidé que cette phrase deviendrait possible. Pour tous. Voir Thomas concilier évidemment sa paternité et son boulot rend les choses encore plus concrètes. Un jeudi, Lila débarque pour la première fois au bureau. « Jeanne a mal au genou », explique la grand-mère au téléphone. « Je ne peux pas aller la chercher. » Élodie soupire. « Amenez-la ici, je finirai de travailler avec elle. » À 16h30, la petite fille arrive, sac à dos, cheveux bouclés en bataille, mou contrarié. « Je déteste les devoirs, » annonce-t-elle. « Bonjour, toi aussi, » sourit Élodie. Elle lui installe une place au coin canapé, avec une bouteille d'eau, un goûter. « Tu fais tes devoirs, et après,
je te montre le stock de peluches pour les coffrets enfants. D'accord? J'ai une poésie. Tu me la liras. Lila s'assoit, sort ses cahiers. Thomas passe par là, un dossier sous le bras. Salut, dit Lila en relevant la tête. Salut. Tu es qui, Thomas? Je travaille avec ta maman. Tu fais quoi? Je m'occupe des colis. Les yeux de Lila brillent. C'est toi qui les fais arriver chez les gens? Oui, en quelque sorte. Alors c'est toi que je dois engueuler quand le colis de mamie est arrivé en retard à Noël? Élodie s'étouffe. Lila, Thomas, éclate de rire. Je n'étais pas là à Noël, heureusement pour moi. Bon, Lila le dévisage. Tu as un enfant? Toi? Oui. Noé. Il a quel âge? 5 ans. Tu peux lui dire que j'ai une poésie trop nulle à apprendre? Je lui dirai, promet-il, très sérieux. Plus tard, alors qu'il revient d'un rendez-vous avec un transporteur, il passe à côté du canapé. Lila marmonne sa poésie. Dans tes yeux clairs, le vent repose. Elle grimace. C'est nul. C'est joli, je trouve, commente Thomas. Elle lève les yeux. Tu t'y connais en poésie, toi? Un peu. Tu peux m'aider? Élodie observe la scène de loin. Thomas s'assoit sur le pouf, penché vers la feuille. Si tu comprends ce que ça veut dire, ce sera plus facile à retenir, explique-t-il. Lila l'écoute. Vraiment. Elle n'écoute jamais son père quand il vient le week-end. Quand elle rentre ce soir-là, Lila déclare. Ton nouveau monsieur des colis, là. Thomas? Oui. Et alors? Il est moins nul que les autres. Élodie a un sourire qu'elle ne montre pas. Ce n'est pas un argument scientifique, mais, venant de Lila, c'est presque une médaille. Peu à peu, les échanges entre Élodie et Thomas sortent du cadre strict travail. Ils restent professionnels, mais quelque chose d'autre s'ajoute. Un fil discret de complicité. Un jour, alors qu'ils rentrent tous les deux d'un déjeuner avec un fournisseur, une averse violente s'abat. Ils se mettent à courir sous la pluie jusqu'à l'entrée de l'immeuble, éclatant de rire comme des ados. On a l'air malin, commente Élodie, trempée. On dirait des stagiaires qui ont raté leur bus, ajoute Thomas. Elle le regarde faire exprès de secouer ses cheveux comme un chien, et sent une légère chaleur la traverser. Doucement, se dit-elle, c'est son employé. Il bosse avec elle. Elle a assez donné, dans le genre mélange vie pro, vie perso. Et puis, il est tout ce qu'elle s'est juré d'éviter. Gentil, disponible, à l'écoute. Les gentils, dans son expérience, finissaient toujours par la décevoir, ou à se révéler pas si gentils. Mais il y a aussi ces soirs où elle rentre épuisée et où un simple message sur le groupe WhatsApp de l'équipe la fait sourire. Thomas, objectif du jour. Aucun colis perdu, aucun parent en larmes à 10 à 8 heures. On tente. Anaïs, tu peux gérer les colis. Moi je gère les larmes. Élodie, deal. Elle sent qu'il est en train de prendre une place particulière, dans la boîte, et, lentement, dans son paysage intérieur. Les histoires ne tournent jamais uniquement autour de 2 personnes. Il y a les autres, les regards, les peurs. La crise démarre par un mail. Un mail qu'Élodie lit un lundi matin, à 7h30, devant sa tasse de café. Objet. Préoccupation concernant votre responsable logistique. Le corps du mail est anonyme. Une adresse générique, créée pour l'occasion. Bonjour. Plusieurs membres de l'équipe s'interrogent sur le recrutement de M. Thomas Vidal. Nous avons remarqué qu'il bénéficie d'une grande proximité avec la direction, qu'il aménage ses horaires à sa guise, qu'il impose des changements importants sans réellement tenir compte des contraintes de tous. Certains parlent de favoritisme lié à votre situation personnelle, parrain solo, sensibilité particulière aux pères célibataires. Nous espérons que vous serez attentive à ne pas créer une ambiance injuste. Élodie relit 3 fois. Petit à petit, le sang lui monte à la tête. Favoritisme, proximité avec la direction, sensibilité particulière aux pères célibataires. Sérieusement, elle ferme les yeux un instant. Évidemment, elle savait que l'arrivée de Thomas pouvait faire parler. Qu'on pointe le fait qu'il ait négocié des horaires un peu particuliers le mercredi, qu'il soit rapidement devenu central dans l'organisation.
Mais ça... Mettre ça sur le dos de sa situation de mère célibataire, comme si elle n'était plus capable de décider avec sa tête, elle en tremble. À 9 heures, elle réunit son comité restreint. Anaïs, Jean-Marc, le responsable administratif. « Je vous lis quelque chose, dit-elle. Elle lit le mail d'une voix neutre. Le silence tombe. « C'est quoi, ce délire ?» s'indigne Anaïs. Jean-Marc se gratte la tête. Certains râlent un peu. « C'est vrai, admet-il. » Élodie le fixe. « Sur quoi ?» Les nouveaux horaires, la réorganisation du dépôt, la fin de la promesse 48 heures pour tout le monde. Il soupire. « Tu sais comment c'est. Les gens aiment rouspéter. » Mais de là à écrire ça, elle tapote le mail du doigt. Favoritisme? Situation personnelle? Anaïs fulmine. « On dirait qu'il ne te voit pas trimer depuis 5 ans. » Élodie inspire profondément. « Je ne veux pas lancer une chasse à la taupe, dit-elle. » Elle pose la feuille. « Mais je refuse de laisser ce genre de sous-entendu pourrir l'équipe. »« Tu vas en parler à Thomas ?» demande Anaïs. « Je ne peux pas ne pas le faire. » Son ventre se serre à l'idée. Pas parce qu'elle lui doit des comptes, parce qu'elle sait que ça va le toucher. Et, qu'elle le veuille ou non, elle se soucie de ce que ça lui fera. À midi, elle frappe à la porte du bureau où Thomas est en train de vérifier des plannings de livraison. « Je te dérange ?»« Non, entre. » Elle ferme la porte. « On a reçu un mail anonyme, ce matin. » Elle ne tourne pas autour du pot. « Qui te concerne ?» Il la regarde, curieux. « Tu peux me le lire ?» Elle lui tend la feuille. Il lit. Ses mâchoires se crispent légèrement. Il repose le papier, lentement. « Favoritisme. » Répète-t-il. « Tu vois à quel point c'est... » Elle cherche le mot. « Injuste. » Oui. Complète. « T. » Il. Il s'appuie contre la table. Je savais que certains grognaient. Tu savais? Jean-Marc m'a dit que les anciens avaient du mal avec certaines décisions. Il sourit sans joie. Je suis le nouveau, c'est normal. Ce n'est pas de ça que je parle, tranche Élodie. Elle pointe la feuille. Je parle de ça. Mettre tes horaires et mes décisions sur le dos de ma situation personnelle. Elle sent la colère revenir, comme si être parent solo faisait de moi une dirigeante irrationnelle. Il la regarde avec douceur. « Ça te blesse ?» dit-il simplement. « Bien sûr que ça me blesse. » Elle sent sa voix trembler. « Je me bats depuis des années pour prouver qu'on peut être mère et PDG sans que l'un n'annule l'autre. » Elle secoue la tête, et là, parce que je t'ai embauché et que tu fais bien ton boulot, on insinue que c'est parce que je suis faible devant les pères célibataires. Elle rit, nerveuse. Il croit quoi? Que je tombe en pâmoison dès qu'un type me dit « j'ai un enfant ?» Le silence retombe. Thomas prend une inspiration. « Je peux dire un truc? Je t'en prie. Je comprends que tu le prennes comme ça. » Il choisit ses mots. Mais à la place de certains, ce que je vois, c'est le PDG embauche un type qui arrive, change des choses, s'en va plus tôt le mercredi, il hausse les épaules. Même si c'est justifié, même si tu l'as validé, ça peut créer des frustrations. Elle se mord la lèvre. Tu les défends? Non. Il la regarde droit dans les yeux. Je dis juste que tu ne peux pas empêcher les gens de projeter leurs trucs. Il tapote la feuille. Par contre, sur ma proximité avec la direction, là, on a un truc à clarifier. Comment ça? Il pose les mains à plat sur la table. Élodie, on s'entend bien. Oui, on se parle souvent. C'est normal. Et j'aime beaucoup travailler avec toi. Elle sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Moi aussi, dit-elle, plus bas. Mais si l'équipe commence à croire qu'il y a autre chose que du boulot entre nous, il laisse la phrase en suspens. Elle soutient son regard. Il n'y a rien d'autre, rappelle-t-elle. Je sais. Et toi aussi tu le sais. Un bref éclat dans ses yeux. Je le sais, oui. Un silence, lourd de tout ce qu'ils ne disent pas. Il se redresse. On fait quoi, alors? Élodie réfléchit. Je vais répondre à ce mail en réunion d'équipe, dit-elle. En réunion? Oui. Elle retrouve cette énergie combative qui l'a aidée à monter sa boîte. Je vais dire que je ne tolère pas les attaques anonymes, que toutes les décisions prises le sont pour l'entreprise, pas sur un coup de cœur. Elle inspire, et je vais rappeler qu'on est une PME,
Si quelqu'un a un problème avec un collègue ou avec moi, on en parle en face. Tu es sûre? Oui. Elle le regarde. Et toi? Tu vas faire ce que tu fais déjà. Ton boulot, du mieux possible. Il esquisse un sourire. J'avais prévu ça, oui. Elle se dirige vers la porte. Avant de sortir, il l'interpelle. Élodie? Oui? Si un jour tu as l'impression que ma présence te met en difficulté, il cherche ses mots. Je partirai, dit-il. Elle se fige. On n'en est pas là, tranche-t-elle. Je le sais. Il hausse une épaule. Mais je veux que tu saches que je ne m'accrocherai pas à ce poste au prix de ta crédibilité. Cette phrase lui coupe le souffle. Elle ne répond pas tout de suite. Merci, dit-elle finalement. Et elle sort. La réunion d'équipe est électrique. Élodie commence calmement. J'ai reçu un mail anonyme ce matin. Quelques regards se croisent, coupables ou curieux. Elle pose la feuille sur la table. Je ne vais pas le lire en entier, dit-elle. Elle en lit quand même des extraits. On y parle de proximité entre la direction et un salarié, de favoritisme, de supposées décisions dictées par ma situation personnelle. Elle relève la tête. Je vais être claire. Sa voix ne tremble pas. Oui, Thomas a des horaires adaptés le mercredi matin. Comme d'autres ici, qui ont des cours, des soins, des contraintes familiales. Elle laisse glisser la phrase. Oui, il a obtenu une certaine marge de manœuvre pour revoir la logistique, parce que c'est pour ça que je l'ai embauché. Elle pose les mains sur la table. Non, je ne prends pas mes décisions en fonction du statut parental des gens. Un silence. Je suis mère célibataire, vous le savez tous. Elle voit quelques têtes acquiescer. Ça ne fait pas de moi une patronne faible ou instable. Elle sent sa colère maîtrisée monter. Ça fait de moi quelqu'un qui sait ce que c'est que de courir entre un boulot et une vie de famille, et qui essaie d'organiser cette boîte en tenant compte de ça. Elle balaye la salle du regard. Si quelqu'un ici a un problème avec ça, je suis disponible pour en parler. Elle tapote la feuille du doigt, mais plus jamais par mail anonyme. Un silence long s'installe. Hugo, un préparateur, lève finalement la main. C'est vrai qu'on a râlé sur certaines choses, admet-il. Lesquelles? Demande-t-elle, plus douce. Les changements, les horaires, tout ça. Il jette un coup d'œil à Thomas. Mais on a vu aussi que c'était mieux organisé. Jean-Marc ajoute, il y a moins de retard. C'est clair. Une collègue du service client intervient, et on reçoit moins de mails d'insultes, donc merci. Les rires détendent l'atmosphère. Personne ne revendique le mail. Mais le message d'Élodie est passé. Après la réunion, Anaïs la rejoint. Tu as bien fait, j'espère. Tu as vu la tête de Thomas? Élodie se tourne vers la verrière. Thomas est au téléphone dans la salle d'à côté, concentré sur une conversation avec un transporteur. Il est resté pro, comme toujours, commente Anaïs. Elle regarde Élodie de côté. Tu tiens beaucoup à lui, hein? C'est mon employé, répond Élodie trop vite. Ce n'est pas la question que j'ai posée, réplique Anaïs avec un petit sourire. Élodie ne répond pas, parce qu'elle n'est pas encore prête à se le dire à elle-même. La vraie fracture arrive quelques semaines plus tard. Un soir d'avril, alors que le soleil se couche sur Toulouse, Élodie reçoit un appel. Numéro inconnu. Allô? Madame Martin? Elle reconnaît la voix, avant même qu'il ne se présente. Thomas. Mais ce n'est pas son numéro habituel. Et son ton est étrangement tendu. Oui, c'est moi. Je suis à l'hôpital, dit-il. Son cœur rate un battement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Noé. Sa voix se brise. Il est tombé au parc. Fracture du bras, rien de vital. Mais il hurle. Il a peur. Elle attrape ses clés. Déjà debout. Tu es où? Pure peine. J'arrive. Elle raccroche. Envoie juste un message à Anaïs. Je file à l'hôpital. Thomas a besoin de moi. On parlera demain. Lila est chez Jeanne. Elle a de la marge. Dans le bus, Élodie se rend compte de quelque chose. Il ne l'a pas appelée parce qu'elle est sa patronne. Il l'a appelée parce qu'il avait besoin d'elle. Et elle a répondu sans réfléchir. Le constat la secoue. À l'hôpital, elle trouve Thomas dans un couloir,
assis sur une chaise en plastique, la tête entre les mains. Noé est dans une chambre, un plâtre tout neuf, épuisé de larmes. Et elle pose sa main sur l'épaule de Thomas. Il relève la tête. Ses yeux sont rouges, ses traits tirés. Il dort, murmure-t-il. Le médecin a dit quoi? Fracture simple. Il a crié comme un fou, ils ont dû le calmer. Il se passe une main sur le visage. J'ai eu peur de le perdre pour une connerie de toboggan, Élodie. Elle s'assoit à côté de lui. Je sais ce que c'est, dit-elle doucement. Il se tourne vers elle. Tu as déjà. Lila avait 3 ans quand elle a fait une grosse allergie alimentaire. Les souvenirs remontent, encore vifs. Elle gonflait, elle étouffait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle secoue la tête. Je me suis sentie tellement impuissante. Il reste là, côte à côte, dans ce couloir au mur pastel, plus patronne et employée, plus PDG et responsable logistique. Juste 2 parents terrorisés par leur vulnérabilité. Merci d'être venu, murmure-t-il. Tu as appelé qui d'autre? Personne. Cette réponse lui traverse la poitrine comme une flèche. Tu aurais pu appeler ton ex-femme, propose-t-elle. Il sourit tristement. Elle est à Bordeaux, en plein service de nuit. Et pour être honnête, c'est toi que j'ai pensé à appeler. Elle le regarde, troublée. Un silence dense s'installe. Élodie, dit-il finalement. Oui, il faut qu'on soit honnête. Maintenant, son cœur s'emballe. À propos de quoi? De ce qui se passe entre nous. Elle détourne les yeux. Il ne se passe rien, répond-elle trop vite. Tu sais que ce n'est pas vrai. Elle se lève. Thomas, on est à l'hôpital. Ton fils vient de se casser le bras. Ce n'est pas le moment de... C'est justement parce qu'on est là que je me rends compte. Coupe-t-il doucement. Il se lève à son tour. Quand j'ai paniqué, ce soir, ce n'est pas un collègue que j'ai appelé. Ce n'est pas ma mère, ni mon meilleur pote, c'est toi. Elle serre les bras autour d'elle. Et moi, j'ai accouru, constate-t-elle. Oui, leurs regards se croisent. On a dépassé la ligne, Élodie. Peut être, concède-t-elle. Et tant qu'on fera semblant que ce n'est pas le cas, ce sera injuste pour toi comme pour moi. Elle sent les larmes lui monter aux yeux, par surprise. Injuste? Tu te bats pour être une chef exemplaire, reprend-il. Tu prends soin de tout le monde. Tu portes la boîte sur tes épaules. Il inspire. Mais tu n'as personne pour te porter toi, parfois. La phrase la frappe en plein cœur. Et moi, il laisse échapper un rire sans joie. Moi, je suis censé être juste ton responsable logistique. Il secoue la tête. Mais je pense à toi le matin en déposant Noé, le soir en rentrant, au milieu d'une palette de carton. Son regard se fait plus doux, plus intense. Et là, te voir débouler à l'hôpital pour mon fils. Il souffle. Je crois que j'ai arrêté de me mentir. Le silence est lourd de battements de cœur. Et tu attends quoi de moi? Parvient-elle à dire. Rien. Sa réponse la surprend. Je ne te demande pas de te jeter dans mes bras dans ce couloir, précise-t-il. Je te demande qu'on nomme les choses. Il baisse la voix. Qu'on reconnaisse qu'on tient l'un à l'autre. Elle ferme les yeux une seconde. Tu sais ce que ça a coûté, la dernière fois que j'ai mélangé sentiment et boulot? Murmure-t-elle. Tu m'en as parlé, oui. J'ai tout perdu. Elle le regarde, nue. Mon couple, mon job, ma confiance. Il la fixe avec une douceur désarmante. Je ne suis pas lui, dit-il. Je le sais. Elle se mord la lèvre, mais je ne suis plus la même non plus. Elle respire profondément. Je ne peux pas, elle cherche les mots. Je ne peux pas te garder sous ma responsabilité directe et en même temps ouvrir autre chose. Je suis d'accord, répond-il aussitôt. Elle le dévisage. Tu es d'accord? Oui, tu. Je ne veux pas être l'employé préféré de la patronne, dit-il. Il a presque un rire amer. Et je ne veux pas que tu portes ça. Il marque une pause. Si un jour on se donne une chance, je veux que ce soit propre. Elle secoue la tête, dépassée. Tu réfléchis à tout, toi aussi. Tu croyais que j'étais juste un type qui range des cartons? La question la désarme. Lui arrache un sourire malgré tout. Je crois que tu es bien plus que ce que je croyais, avoue-t-elle. Il reste là,
face à face, dans ce couloir d'hôpital où tant de peur et de décision se jouent. On fait quoi, alors? Demande T, elle enfin. On prend le temps, propose T, il. On soigne nos enfants, d'abord. Il jette un coup d'œil vers la chambre où Noé dort. On finit la saison, on consolide la boîte. Et ensuite, je chercherai un autre poste, dit-il calmement. Quoi? Je ne peux pas être ton employé et espérer plus. Ses yeux brillent, mais sa voix est posée. Ce ne serait pas juste pour toi. Elle sent une douleur sourde naître dans sa poitrine. Tu vas partir? Pas tout de suite. Il esquisse un sourire triste. Je ne vais pas t'abandonner en plein rush. Il inspire. Mais à moyen terme, oui. Élodie vacille. Elle n'avait pas prévu ça. Elle pensait que la frontière tiendrait, qu'il continuerait dans ce flou confortable. Il vient de lui dire qu'il préfère perdre son poste plutôt que la mettre en difficulté. Une partie d'elle est en colère. Une autre, profondément touchée. On parlera de tout ça quand Noé sera remis, dit-elle. Oui. Elle pose une main sur son bras. Pour l'instant, tu es un papa avec un petit garçon qui va se réveiller avec un bras en plâtre, et tu auras besoin d'énergie pour lui raconter des histoires. Il sourit enfin, un vrai sourire. Tu as raison, pour changer, plaisante T.L. Il rit, un peu, au milieu des battements de cœur et du désinfectant. La soirée se termine dans un calme relatif. Noé se réveille, rassuré de voir son père et la dame du travail à ses côtés. Élodie rentre tard, seule. Lila dort déjà chez Jeanne. Dans son lit, les yeux ouverts, elle murmure pour elle-même. Son nouvel employé est bien plus que ce que je croyais. Les semaines qui suivent sont étranges. Rien ne change vraiment, et tout a changé. Au bureau, Thomas et Élodie continuent de travailler ensemble, avec la même efficacité, la même complicité professionnelle. Mais chaque regard a une profondeur nouvelle. Chaque fois qu'elle passe devant son bureau et le trouve concentré, casque sur les oreilles, elle ressent un pincement au cœur. Elle sait qu'il prépare son départ. Il ne lui en reparle pas. Elle non plus. Ils n'ont pas besoin. La décision flotte entre eux, silencieuse. Un soir, Anaïs ferme la porte de son bureau et s'assoit face à elle. « Tu vas le laisser partir ?» demande T.L., sans détour. « Tu écoutes aux portes maintenant ?» Il n'y a pas besoin d'écouter aux portes pour voir que quelque chose se passe. Elle pose les coudes sur la table. « Je ne veux pas m'imposer, mais je t'ai vu galérer avant son arrivée. Je te vois respirer un peu depuis qu'il est là. » Élodie soupire. « Je n'ai pas envie qu'on dise que j'ai gardé un mec incompétent, parce que je l'aime bien. » « Sauf qu'il n'est pas incompétent, » rétorque Anaïs. « Je sais. Et ce que tu ressens pour lui ne change rien à ça. » Élodie lève les yeux au plafond. « Je ne suis pas sûre d'être capable de tout démêler. » Anaïs se penche. « Tu sais ce que je vois, moi. Dis-moi. » « Je vois une patronne qui traite mieux tout le monde depuis que quelqu'un la traite bien, elle. » Élodie cligne des yeux, surprise. « Pardon, tu délègues un peu plus. Tu écoutes plus. Tu ris plus. Tu rentres parfois un peu plus tôt le soir pour voir Lila. » Elle sourit. « Je crois que tu te rappelles que tu es humaine, pas une machine à porter un business. » Un silence. « Et si tu commençais par décider ce que tu veux, toi, au lieu de deviner ce que les autres penseront ?» La question reste dans l'air, brûlante. Quelques jours plus tard, Élodie doit aller à Colomiers pour un tournage vidéo dans le dépôt, une campagne de communication sur les coulisses de Maison Pivoine. Thomas est là, évidemment. On filme les préparations de commandes, les gestes, les sourires. À la fin, la vidéaste propose. On pourrait faire une petite interview de vous deux, là, devant les étagères. La chef et le responsable logistique, ça ferait une belle séquence. Élodie hésite, croise le regard de Thomas. « D'accord, » dit-elle. Ils se placent côte à côte. « Regardez-vous. Parle l'un de l'autre, » propose la vidéaste. « Oula, » fait Élodie. « Allez, ce sera naturel. » La caméra tourne. « Thomas, comment tu décrirais Élodie en 3 mots ?» Il réfléchit. « Courageuse. » Élodie roule des yeux. « Têtue. Merci. » Et il la regarde.
juste. Ses yeux à elle brillent un peu. À ton tour, Élodie, demande la vidéaste. Thomas est, elle cherche, patient. Vieillir a du bon, plaisante-t-il, ingénieux. Merci. Elle hésite sur le troisième. Et, ses yeux plongent dans les siens. Fiable. Le mot tombe, lourd de sens. La vidéaste coupe. Super, merci. Il reste là un moment, le regard accroché, fiable. Dans sa vie, à elle, peu d'hommes ont mérité ce mot. Le soir, elle lui demande de passer un moment dans la petite salle de réunion. Tu veux me virer, plaisante-t-il, il en refermant la porte. Tu fais des blagues avant de savoir, toi. C'est un mécanisme de défense. Elle sourit malgré elle. Tu m'as dit à l'hôpital que tu partirais. Oui, tu tiens toujours à ça? Il inspire. Je ne veux pas que tu perdes ta crédibilité par ma faute, dit-il. Et si je te dis que tu la renforces? Il tressaille. Pardon? Tu crois que les gens ne voient pas à quel point tu es précieux? Ici, elle secoue la tête. Tu crois que c'est quoi le leadership? Elle compte sur ses doigts. Savoir reconnaître ses erreurs, ses limites, savoir embaucher des gens meilleurs que soi sur certains sujets. Elle le regarde droit dans les yeux. Tu es meilleur que moi pour organiser ce dépôt. Et ce n'est pas parce que tu me plais que c'est vrai. Il reste silencieux, pris de court par sa franchise. Alors oui, certains ont parlé, certaines jalousies ont émergé. Son regard se durcit. Mais mon job, ce n'est pas de me plier à tous les sous-entendus pour rassurer les peurs. Elle s'approche de la table. Mon job, c'est de faire grandir cette boîte et de nous respecter, nous, ceux qui la font vivre. Un silence dense. Ce que je te propose, Thomas, dit-elle doucement, c'est ça. Elle respire profondément. On met les choses au clair avec l'équipe. Comment? En expliquant que tu restes, que ce n'est pas négociable parce que tu es bon. Elle esquisse un sourire. Et que si quelqu'un a un problème avec le fait que j'apprécie mes collègues humainement, il faudra qu'il s'y fasse. Il la regarde, bouleversé. Et nous, ose-t-il demander. Le mot flotte. Nous, on ne mélange pas tout, répond-elle. Ses doigts tremblent un peu. Pas tout de suite. D'accord, on se donne du temps. Elle réfléchit à haute voix. Je veux d'abord stabiliser l'équipe, montrer que ta place est légitime. Elle le regarde. Et je veux être sûr que si quelque chose se passe entre nous, ce ne sera pas parce que tu as besoin d'un job ou parce que j'ai besoin d'un sauveur. Il sourit tristement. Je n'ai jamais voulu te sauver. Je sais. Elle s'approche. Et je commence à croire que je n'ai plus besoin d'être sauvé. Elle prend une inspiration. J'ai besoin qu'on marche à côté de moi. Un silence. Tu es prêt à faire ça? Oui, dit-il sans la moindre hésitation. Même si ça veut dire attendre, j'ai passé 3 ans à m'occuper d'un petit garçon en bas de jogging et en chantant pirouette, cacahuète dans une cuisine, plaisante-t-il. Je suis très entraîné à la patience. Elle éclate de rire. Ce rire-là, venu du ventre, elle ne l'avait pas entendu chez elle depuis longtemps. Les mois passent. Les choses se mettent en place, doucement. Élodie annonce officiellement la promotion de Thomas comme responsable opération, logistique, avec une fiche de poste claire, des objectifs transparents. Et pour répondre à certaines rumeurs, ajoutait-elle en réunion, je précise que les horaires des uns et des autres continueront d'être adaptés quand c'est possible. Parce qu'on n'est pas des robots, et que je préfère une équipe un peu plus flexible mais fidèle, plutôt qu'une équipe parfaite, sur le papier, et cramée dans la réalité. Anaïs, au fond, sourit largement. Les résultats suivent. Les retards diminuent. Les clients sont plus satisfaits. L'équipe du dépôt se sent mieux considérée. Le mail anonyme s'éloigne comme un mauvais souvenir. Dans leur vie personnelle, les enfants continuent de jouer leur rôle de petits révélateurs. Noé parle de plus en plus de Lila la grande, qu'il trouve fascinante et un peu effrayante. Lila, elle, imite parfois l'accent toulousain naissant de Noé pour le faire rire. Un samedi, Élodie et Thomas se retrouvent par hasard, ou pas tout à fait, au jardin des plantes. Les enfants courent entre les arbres, se disputent un ballon, riant.
Élodie et Thomas s'assoient sur un banc. « Tu te rends compte ?» dit-elle. « De quoi ? Il y a 1 an, tu n'existais même pas dans ma vie. »« Oui. Et maintenant ?» Elle regarde Lila qui aide Noé à remonter son lacet. « Maintenant, il y a plus de bazar, plus de bruit, plus de calendrier à organiser. » Elle sourit. « Et pourtant, je suis moins fatigué. » Il la regarde, tendre. « Parce que tu n'es plus toute seule. Peut être. » Elle hoche la tête. « Ça me fait encore peur, avoue-t-elle. »« Quoi ? De m'habituer à t'avoir là. » Elle joue avec la fermeture éclair de sa veste. « De me dire que si un jour tu t'en vas, je devrais réapprendre à faire sans. » Il prend une inspiration. « Je ne peux pas te promettre que rien ne changera jamais, » répond-il. « Ce serait te mentir. » Elle secoue la tête. « Je ne veux plus de promesses impossibles de toute façon. » Il pose son coude sur le dossier du banc, se tourne vers elle. « Mais je peux te promettre une chose, » dit-il. « Laquelle ? Si un jour je dois partir, ce ne sera pas en fermant une porte derrière moi sans explication. » Il marque une pause. « Ce ne sera pas en te laissant ramasser les morceaux seul. » Ses yeux, à elle, brillent. « Je te promets d'être là tant que ce sera bon pour nous deux, et de te le dire si ça ne l'est plus. » Elle rit à travers les larmes. « Tu es chiant, tu sais, avec tes phrases raisonnables. Ça change des grands serments, non ? » « Oui. » Elle laisse sa tête tomber contre son épaule. « Et toi, tu as peur de quoi ?» demande-t-elle après un moment. « De ne pas être à la hauteur, » répond-il sans réfléchir. « Au boulot, avec Noé, avec toi ?» Elle sourit. « Tu t'en sors plutôt bien. » « C'est parce que j'ai une chef exigeante, » plaisantait-il. « Au bureau comme dans la vie. » Elle lui donne un coup de coude. « Tu vas arrêter de m'appeler chef, un jour ? Peut être. » Il se penche légèrement vers elle. « Quand tu voudras bien m'appeler mon amoureux, ailleurs que dans ta tête. » Elle sursaute, puis éclate de rire, rougissante. « Qui t'a dit que je pensais ça ? Personne. » Il lève les mains. « C'est une hypothèse. »« Une bonne hypothèse, alors, » murmure-t-elle. Elle l'embrasse. Enfin, sans couloir d'hôpital, sans urgence, sans panique. Juste un baiser de 2 adultes qui ont déjà pris trop de coups et qui décident, là, en toute conscience, de s'ouvrir à nouveau. Les enfants, eux, continuent leur match de ballon sans même les regarder. Ils viendront râler plus tard parce qu'on rentre trop tôt, parce qu'il n'y a plus de chocolat, parce que la vie est injuste. Et c'est très bien comme ça. 1 an plus tard, Maison Pivoine a grandi. L'équipe aussi. Il y a un 2e dépôt, une nouvelle gamme de produits. Un baby-foot dans la salle de pause, idée de Thomas. Un partenariat avec une association locale. On raconte encore parfois, à la machine à café, l'histoire du fameux mail anonyme. Favoritisme pour les pères célibataires, se moque Anaïs. Si c'était vrai, il y aurait une crèche dans les bureaux, ajoute Élodie. Il rit. Personne ne remet plus en cause la place de Thomas. Pas parce qu'il est le compagnon de la chef, parce qu'il est devenu un pilier, au bureau. Et, pour Élodie, bien au-delà. Lila et Noé, de leur côté, ont inventé leur propre code. Ils se disputent comme frères et sœurs, complotent pour obtenir une pizza le vendredi, s'échangent des secrets sur l'école et les adultes. Un soir, alors qu'ils rangent la cuisine tous les 4, Lila lance. « Je croyais que ton nouvel employé serait un type chiant en costume, maman. » Élodie rit. « Moi aussi. Un peu. En fait, il est pas mal, » commentait-elle. « Merci, » répond Thomas, faussement vexé. Noé ajoute. « C'est plus qu'un employé, maintenant. » Il regarde sa mère, puis Élodie. « C'est... » Il cherche le mot. « C'est Thomas, » conclut-il simplement. Et, quelque part, c'est la définition la plus juste. Il n'est plus seulement le nouveau, ni le responsable logistique, ni le père au foyer reconverti. Il est l'homme qui, un jour, est entré dans les bureaux d'une petite PME toulousaine et a tout changé sans tout renverser. Pour l'entreprise, pour une petite fille aux cheveux bouclés, pour un petit garçon en trottinette, et pour une femme qui croyait avoir déjà brûlé tous ses jokers en amour. Élodie n'a pas recommencé sa vie à 0 avec lui. Elle a continué sa route, plus solide, plus entourée,
Son nouvel employé était bien plus que ce qu'elle croyait. Il n'a pas pris sa place. Il a pris sa place, celle qui lui revenait, à côté d'elle. Et, certains soirs, quand elle ferme la porte de chez elle après une longue journée, qu'elle entend les rires des enfants dans le salon et la voix de Thomas qui demande « T'as vu, chef, j'ai lancé la machine à laver avant de faire les pâtes. Je mérite une prime ?» Elle se dit, en souriant, « Finalement, j'ai bien fait de l'embaucher. Pas seulement pour la boîte, pour la vie. »